Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir sur ce plateau télé en direct de Milipol, Salon international de la sécurité des États. On va revenir sur les différents enjeux sécuritaires, évidemment celui du cyberespace, évidemment en tension permanente. Alors, de nombreuses menaces, évidemment, d'origine très diverses. Alors, évidemment, d'origine étatique, d'origine criminelle, également d'origine à la fois activiste, mais aussi terroriste. On voit que le panel est large. Alors, quel est l'état des lieux? Que se passe-t-il au cœur du cyberespace? On en parle avec notre invité sur ce plateau. On est évidemment ravis d'accueillir le colonel Nicolas Duvinage. Merci, colonel, d'être avec nous. Bonjour, merci Mélanie. Alors, je le rappelle, hein, vous êtes donc chef de la division technique au sein du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Quel est l'état de la menace en matière de cyber? La menace, elle est extrêmement importante, malgré une sensibilisation qui s'accroît. On fait beaucoup d'efforts, tous les services de l'État, les associations, les différentes branches professionnelles ont fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser tout le monde, mais la menace reste extrêmement élevée, en particulier dans le domaine des rançongiciels, les ransomware, qui est sans aucun doute la menace d'origine crapuleuse en tout cas, qui est aujourd'hui la plus importante. Est-ce que cette menace pèse uniquement sur les entreprises ou est-ce qu'elle pèse aussi sur les États? Et on est au cœur du salon de la sécurité des États. Donc, quelles sont les menaces aujourd'hui qui pèsent concrètement sur les différents gouvernements à l'échelle de la planète? Alors, les rançongiciels, les ransomware et les fuites de données associées, le chiffrement des données associées, ça menace à peu près l'ensemble des acteurs. Qu'il s'agisse des acteurs économiques, les entreprises, les grands groupes internationaux qui sont cotés, mais également les ETI, mais également les PME et TPE qui se croient parfois trop petites pour intéresser les rançonneurs, mais en réalité les rançonneurs ne visent pas forcément spécifiquement telle ou telle entreprise, ça peut arriver, mais ils vont tester toutes les portes et ils vont s'engouffrer dans la première porte ouverte, que l'acteur soit gros ou petit derrière. Les rançongiciels vont impacter également les États, à savoir les administrations, les établissements publics, les délégataires de services publics également. On voit même des rançongiciels qui touchent des associations, des fondations, qui touchent des collectivités locales, des régions, des départements, des municipalités, qui touchent également des hôpitaux, des établissements de santé. Donc tout le monde est potentiellement concerné. Et ce n'est pas potentiel, c'est que dans notre pratique quotidienne, on le voit chaque jour. À quoi doivent se préparer les États? Aujourd'hui, on voit de plus en plus de stratégies de cybersécurité qui sont mises en place par les États-nations. À quoi doivent-ils concrètement aujourd'hui se préparer? Comment percevez-vous l'évolution de la menace à horizon de 3 ans, puisque finalement c'est assez difficile de se projeter dans une décennie à cette échelle cyber? L'État, il doit se préparer et il se prépare à plusieurs niveaux. Il doit d'abord se préparer et il se prépare pour se défendre soi-même et ses différentes administrations contre les attaques dont il pourrait être l'objet, des attaques externes par d'autres États, des attaques externes par des criminels, éventuellement des malveillances internes, ça peut arriver, c'est fort rare heureusement. Donc ça, c'est se protéger soi-même, mais l'État, il doit aussi, et il le fait, s'organiser pour diffuser la sensibilisation à la cybercriminalité, aux cybermenaces, à la cyberdéfense, pour mobiliser l'ensemble des acteurs afin que chaque acteur économique, qui est autonome, qui n'est pas sous la tutelle de l'État, prenne les mesures qui vont bien pour se défendre, parce que si l'on n'y prend pas garde, tout cela peut atteindre le potentiel économique de la nation, peut atteindre le bon fonctionnement de nos institutions et du pays en général. On l'a vu avec des établissements de santé. On peut le voir avec des chaînes de production qui parfois sont arrêtées avec le système de la paye dans les entreprises. Donc ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes, voire systémiques. Et puis il y a évidemment également des incitations que l'État peut apporter, soit par la loi, par des obligations nouvelles qui peuvent découler d'obligations de niveau européen. On pense notamment à Nice 2 en particulier, mais il y en a d'autres.
Il peut y avoir aussi des incitations par des financements ou des cofinancements, par de l'investissement, par des startups. Donc l'État, il a un rôle très important à jouer, mais il le joue. Un rôle central qui doit être aussi partagé. On l'a compris dans ce que vous évoquez. En fait, le numérique, c'est à la fois un outil pour commettre un certain nombre de méfaits, mais c'est aussi quelque part un moyen de parvenir à des fins notamment criminelles. Et donc, on voit bien que la criminalité organisée a bien compris comment cet outil-là pouvait lui permettre notamment d'œuvrer en termes de blanchiment. Et là, vous l'avez compris, on va sur le sujet notamment de la crypto-monnaie, parce que c'est intéressant, les Nations Unies estiment qu'entre 800 et 2000, donc on voit que c'est quand même compliqué de le quantifier, 800 et 2000 milliards de dollars seraient blanchis chaque année en monnaie fiduciaire. On a du mal à avoir des chiffres sur la partie crypto. Ça représente quand même entre 2 et 5% du PIB mondial. C'est quand même des chiffres qui doivent nous alerter. Est-ce que la crypto, aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde physique et qui rend la vie des criminels beaucoup plus compliquée, est-ce que la crypto-monnaie est devenue le nouvel Eldorado de la criminalité organisée? Alors, les cryptoactifs, c'est un instrument financier, j'allais presque dire comme un autre. Donc il n'y a pas plus ou moins de criminels qui utilisent les cryptoactifs que des criminels qui utilisent d'autres moyens plus classiques de blanchiment ou de financement. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les criminels, ils s'emparent des nouvelles technologies, des innovations, que ce soit dans le domaine du blanchiment, du financement, que ce soit dans le domaine des moyens de transport, que ce soit dans le domaine de la communication. Donc les criminels, ils sont comme tout un chacun, j'allais dire, à part le fait qu'ils sont criminels, mais ils vont s'emparer de toutes les nouvelles technologies. Et donc, ils s'emparent aussi des cryptoactifs. Mais il n'y a pas plus de criminels dans les cryptoactifs qu'ailleurs. Et parmi les utilisateurs de cryptoactifs, il y en a une écrasante majorité qui sont parfaitement honnêtes et animés de bonnes intentions. Maintenant, c'est vrai que si on n'y prend pas garde, que ce soit l'État français, la gendarmerie, les différents services répressifs ou de contrôle en France, en Europe, à l'international, si on n'y prend pas garde et si on laisse ce milieu se développer sans aucun contrôle et sans aucune enquête particulière, effectivement, le risque, c'est que ce milieu-là devienne gangréné. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il faut qu'on soit présent, comme on doit être présent dans tous les domaines de la vie économique, dans tous les domaines de la vie territoriale. Donc l'État doit être présent aussi sur ce milieu-là, et nous y sommes. Et donc justement, comment est-ce que vous œuvrez dans cet univers-là et faire en sorte de contenir ce développement du blanchiment en matière de cryptoactifs? Comment est-ce que vous adressez cette menace pour qu'elle ne grandisse pas? Alors, concernant la gendarmerie, ça recouvre plusieurs volets. C'est tout d'abord un volet de sensibilisation interne de nos grands chefs, de nos cadres dirigeants, de nos cadres intermédiaires, de nos enquêteurs de terrain, avec de la sensibilisation, avec de la formation à plusieurs niveaux. Je pense notamment au stage FinTech, Financial Technologies, où on forme des enquêteurs pendant plusieurs jours avec un bon niveau. C'est aussi de l'équipement, de l'outillage, que ce soit des outils commerciaux. Nous avons un appel d'offres en cours pour acquérir ou renouveler des outils. Pourquoi pas aussi la question d'outils libres et gratuits ou d'un outil souverain qui pourrait être déployé à plus grande échelle, parce que c'est vrai que les outils commerciaux sont très performants, mais ils sont coûteux. Et puis ça passe aussi par des partenariats, par des contacts. Je suis personnellement intervenu dans un certain nombre d'enceintes spécifiques de l'écosystème cryptoactif, et avec notre pôle d'innovation cryptoactif, nous multiplions les contacts avec des acteurs bien installés du marché, on ne se rencontre pas dans des caves obscures avec des capuches. Ce sont des gens qui sont installés dans l'économie française, européenne et mondiale. Je pense notamment à l'ADAN, l'association de développement des prestataires sur cryptoactifs. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc on les rencontre, on discute. Et c'est très important d'établir ce dialogue. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la quantification du blanchiment qui se fait aujourd'hui en cryptoactifs? Est-ce qu'aujourd'hui on a un organisme au niveau mondial, européen,
qui permet d'avoir une idée? Alors, il faut distinguer les acteurs publics, étatiques, et les acteurs privés. Parmi les acteurs privés, il y en a un certain nombre qui publient régulièrement des rapports, des études, des documents. C'est généralement ces mêmes acteurs privés qui vendent également des outils de tracing, de traçabilité, soit pour les États, soit pour les entreprises. Et puis, la gendarmerie a diffusé récemment son RACI, son rapport d'analyse sur les cybermenaces. Tracfin également, bien entendu, dont c'est le métier de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc chacun y va de son étude. On essaye de ne pas y aller en ordre dispersé. On se coordonne, on échange beaucoup évidemment, mais ça reste assez difficile à mesurer avec certitude. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a compris, vous êtes en ordre de marche pour adresser ces menaces avec une coopération évidemment importante. Quels sont les freins qui restent? Vous parliez notamment d'un point de vue juridique. Il y a forcément pour pouvoir investiguer avec d'autres États, puisqu'on l'a compris, il n'y a pas de frontières dans cette criminalité. On pense aux freins juridiques immédiatement. Est-ce que c'est effectivement une réalité? Comment est-ce qu'on peut le résorber? Et est-ce qu'il y a d'autres freins? Je dirais qu'en France, on est relativement bien loti par rapport au cadre juridique. Les entreprises et les citoyens ont un cadre qui est bien posé. Et la police, la gendarmerie, la justice a des moyens juridiques et procéduraux intéressants pour travailler qu'un certain nombre d'autres États membres de l'Union ou à l'extérieur de l'Union nous envient. Le principal enjeu, je dirais, aujourd'hui, ou l'un des principaux enjeux en tout cas, il est d'améliorer encore la coopération européenne internationale. Elle a beaucoup progressé ces dernières années avec Europol, avec Eurojust, avec les décisions d'enquête européennes, avec les groupes, les équipes communes d'enquête. Il y a la directive européenne e-evidence qui arrive et qui va consacrer la reconnaissance mutuelle des réquisitions judiciaires. C'est un grand pas en avant. Et donc on progresse énormément, même si évidemment on peut toujours faire la fine bouche. L'angle mort qu'il y avait jusqu'à présent, c'était aussi sur les grandes entreprises, les grands acteurs du numérique qui avaient leur siège hors de l'Union européenne pour beaucoup et qui échappaient en partie aux juridictions européennes. Mais d'une part, le dialogue a beaucoup progressé avec ces entreprises ces dernières années. Et puis deux, il y a les directives européennes sur le marché du numérique qui ont là aussi beaucoup apporté et qui vont beaucoup apporter ces prochains temps. Peut-être une dernière question, puisque c'est effectivement un enjeu et vous l'avez évoqué à l'instant, cette coopération internationale qui est absolument clé pour vous permettre d'investiguer ce monde numérique et finalement de protéger in fine les citoyens, ou en tous les cas de rendre à un moment donné aux victimes ce qu'elles sont quelque part en droit d'attendre. Comment est-ce qu'on peut renforcer cette coopération? Est-ce qu'on a peut-être également un exemple dernièrement d'une approche internationale qui a permis de montrer qu'effectivement les forces peuvent aussi quelque part gagner sur ce terrain? Un excellent exemple, ce sont les enquêtes en cours du ComCyberGend et du C3N sur un certain nombre de rançongiciels. Les enquêtes sont encore en cours, donc je peux en parler que de façon évasive, mais il y a eu un certain nombre de communiqués de presse, y compris par la justice, par le parquet J3 de Paris, mais dans une affaire en cours qui a fait la une de l'actualité. Nous avons en 3 étapes procédé à des interpellations, y compris à l'étranger. Fin 2021, des interpellations en Ukraine, avant le déclenchement de la guerre, avec la pleine coopération des autorités ukrainiennes. Fin 2022, des interpellations au Canada, avec la pleine coopération des autorités canadiennes. Et il y a quelques semaines de cela, il y a quelques jours de cela, des interpellations en République tchèque, en France et en Espagne, avec la pleine coopération des autorités de ces pays-là. Donc ça montre que dans un dossier qui est très important pour un rançongiciel qui a fait la une de l'actualité et qui continue de le faire, nous avons mis un coup très sévère à cette organisation criminelle qui est internationale, avec des interpellations au-delà des frontières de l'Union, sur différents continents, à l'intérieur des frontières de l'Union,
Et donc ça prouve bien que la coopération internationale, même si c'est parfois un peu trop lent à notre goût, même si c'est parfois un peu trop poussif à notre goût, on en veut toujours plus, et bien malgré tout, ça marche. Merci Nicolas Duvinage d'avoir été avec nous ici sur ce plateau. Et bien sûr, l'actualité continue en direct de Milipol. Merci. Colonel.